Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du Passage de l'agence Indexel pour ce deuxième numéro de l'émission Panorama, l'émission qui parle de vous, professionnels de la com et du marketing. Alors vous avez été assez nombreux à réagir suite à la diffusion de notre première édition qui était, rappelez-vous, consacrée à la marque employeur, qui est d'ailleurs toujours en ligne. Vous avez visiblement été nombreux à apprécier ce format débat qui permet de croiser les points de vue sur un sujet lié au monde de la com. Alors de l'info, pas de promo, c'est un peu notre devise ici. Et pour cette deuxième édition, on a choisi de réfléchir ensemble sur ce que devait être en 2024 l'équipe idéale du service com, mais côté annonceur. La question se pose, car en quelques années, la fonction marketing-communication d'entreprise, elle a vu à la fois son périmètre, ses outils et ses priorités évoluer. Les profils d'hier font-ils encore sens aujourd'hui? Jusqu'à quel point peut-on upskiller, comme on dit, les collaborateurs en entreprise pour former aux nouveaux métiers, notamment du digital, voire de l'intelligence artificielle? Puis enfin, en quoi ce nouveau visage du service com change-t-il ou pas la donne dans la relation entre l'annonceur et l'agence? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos trois invités. Je vais commencer par vous, Jérémy Gourmelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du marketing et de la communication de l'ISCOM. Alors l'ISCOM, on connaît, c'est d'ailleurs une entreprise qui a fêté, je crois, ses 40 ans l'année prochaine. C'est un acteur du financement spécialiste dans la gestion du cycle de vie des actifs professionnels et donc, conséquemment, un acteur de l'économie circulaire, puisque vous prenez en charge la revente des matériels d'occasion, le recyclage, etc. Ça veut dire qu'il y a une dimension RSE que vous devez traiter dans la communication. Ça serait intéressant qu'on puisse aborder ce point-là. Je précise que vous avez auparavant travaillé dans l'industrie des cosmétiques, ce qui fait que vous avez à la fois une expérience B2B et B2C. Donc merci d'être avec nous. Stéphanie, bonjour. Stéphanie Barra. Alors vous exercez en tant qu'indépendante. Vous êtes ce qu'on appelle une directrice marketing à temps partagé. Vous intervenez aussi en tant que manager de transition. C'est dire si vous avez un regard finalement pluriel sur les organisations. Et puis vous nous direz si ça a forgé chez vous quelques convictions sur le bon modèle à adopter. Est-ce qu'il y a un modèle à adopter? On pourra échanger là-dessus. Et je précise que vous vous occupiez précédemment la direction marketing d'une ESN, donc une entreprise de services numériques. Quentin de Beaufort, bonjour. Alors vous, votre métier, c'est justement de trouver les perles rares pour les entreprises, pour les équipes marketing com, puisque vous êtes directeur au sein du cabinet de recrutement Robert Half, et vous en particulier, vous êtes spécialisé sur les métiers du digital. Donc je pense que vous serez aussi un bon observateur de l'évolution de la demande en termes de profil, mais aussi des parcours professionnels qui caractérisent aujourd'hui la fonction communication, voire des domaines qui peuvent être en tension. Merci donc à tous les trois de partager ce moment d'échange. Pour commencer, je vous propose qu'on dresse d'abord un petit inventaire sur ce qui a fondamentalement changé dans les équipes com depuis une dizaine d'années. Et puis, je voudrais d'abord avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, oui ou non, le marketing et la com, année après année, n'ont pas tendance à empiéter sur le terrain d'autres fonctions comme les ressources humaines, comme les ventes, voire sur ce qu'on demandait auparavant aux agences. Et je voudrais qu'on démarre par les ressources humaines avec la marque employeur qui est devenue un sujet assez important. Dans vos entreprises, finalement, qui s'en occupe? Avec quel profil? Comment vous gérez cette nouvelle forme de communication? Je commence par vous, Jérémy. Alors moi, je suis arrivé chez l'ISCOM il y a 1 an et demi à peu près. Effectivement, la marque employeur fait partie de ma feuille de route. Mais en toute franchise, j'ai pas eu le temps de m'y consacrer directement. Malgré tout, avec vraiment la relance qu'on a menée sur la notoriété, l'action qu'on a eue en matière de RSE, notre démarche a eu un impact direct sur notre marque employeur, puisque les services RH sont venus nous dire que des candidats nous choisissaient déjà en présélection grâce à notre communication. D'accord. Voilà l'action vraiment qu'on a menée aujourd'hui. Pas de communication spécifique en employeur, mais un sujet finalement qui a apporté, qui a eu son effet sur la notoriété générale finalement a eu un impact immédiat sur la marque employeur. Stéphanie? Alors moi, ce que je constate au sein des entreprises chez qui j'interviens, c'est que ce sujet-là, il va être porté par celui qui a le plus de conviction sur le sujet. Donc ça peut être les RH, et qui va aller consulter la com, pour s'assurer d'avoir la bonne déclinaison des messages.
En fait, moi, je trouve que ce sujet de la marque employeur, il est intéressant parce qu'il vraiment, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais quand on parle d'intelligence collective, on est vraiment dans ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller voir dans l'entreprise toutes les ressources qui vont pouvoir nourrir le sujet et le rendre pérenne, surtout. Hein, que ce ne soit pas une action comme ça à un instant T, parce qu'on sait bien que la marque employeur, c'est sur plutôt du long terme. Et pour faire ça, est-ce que ça demande, Quentin, des compétences particulières? Dit autrement, est-ce que dans les demandes qu'on peut vous formuler, il y a cette notion de profil spécifique à la communication employeur? Enfin, déjà globalement, la marque employeur, enfin, d'un point de vue recrutement, c'est un point qui est absolument fondamental parce que vont faire les candidats, notamment les candidats dans des métiers en pénurie comme celui du digital, ils vont aller voir ce qui se passe sur les réseaux, sur Internet, et la marque employeur va être un point fondamental dans leur choix d'entreprise, même pour entamer un process de recrutement. Après, où est-ce qu'on positionne aussi ces profils? Et je vois bien qu'on peut être côté communication d'un côté RH de l'autre. En fait, la question se pose aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut être un peu tangent entre ces deux univers. Et j'avais un exemple récent d'un partenaire dans l'immobilier qui a basculé justement toute cette marque employeur des RH vers la communication, ne savant pas trop finalement où se positionner par rapport à ça, mais sachant absolument que c'est un point qui est crucial aujourd'hui. D'accord, ok. Donc très bien, ça c'est pour les ressources humaines. Et alors côté vente, parce que j'ai quand même l'impression que l'ère que moi j'ai connue, où le marketing était finalement au service des sales, que cette époque-là, elle est définitivement révolue et qu'on demande au contraire de plus en plus au marketing de prendre le lead, c'est le cas de le dire, le leadership sur la fonction vente, en allant toujours un peu plus loin dans la détection de projets, la qualification des leads, etc. Qu'est-ce que ça induit en termes de profil dans les équipes? Et je vous pose la question d'abord à vous, Quentin, parce que vous êtes à la fois côté marketing et à la fois côté sales. Alors, je ferais peut-être un tout petit distinguo entre la partie B2C et B2B. B2C, parce qu'il y a quand même une forte automatisation et que la partie marketing va représenter peut-être 80 ou 90% du cycle de vente. Sur la partie B2B, c'est un peu plus, on peut être un peu plus hésitant sur le sujet. Les équipes commerciales, notamment sur des produits complexes, vont quand même avoir une importance capitale dans le succès du cycle de vente. Après, le but, c'est que la partie marketing et sales soit extrêmement coordonnée entre eux, à la fois la génération de leads et justement cette détection de projets qui, dans certaines entreprises, peuvent se situer côté marketing, d'autres plutôt côté commercial. Et après, c'est juste aussi de se dire comment on évalue, en tout cas l'analyse justement de cette organisation, à qui va la responsabilité du succès du lead, de la qualité du lead. Est-ce que c'est côté marketing? Est-ce que c'est côté commercial? La question se pose. Oui, est-ce qu'on doit tout mesurer? Jusqu'où? Comment vous vivez cette évolution Alors nous, cette évolution, on est B2B et on est toujours très très proche des sales, puisque là on a déménagé, alors on a changé que d'étage, mais on a réagencé et on est sur le même plateau que le commerce. Clairement, on est très proche du commerce, on est pensé pour être avec le commerce, pour être proche d'eux. Et cet été, avec mon équipe, on s'est posé une demi-journée pour se demander, elle est où notre place? Parce que c'est une question qui est très complexe. Effectivement, on est fondamentalement une fonction support pour le commerce, mais pas que. Finalement, on est aussi à la stratégie. Et finalement, encore au-delà de tout ça, on fait appel à nous quasiment partout. Et donc, en fait, c'est quoi notre place? C'est d'avoir du recul. C'est d'être différent, d'être au-dessus, d'avoir cette recul sur la qualité, sur l'innovation, et pouvoir les emmener ailleurs. Donc oui, on est un support, et on est toujours très, très support. Par contre, on doit aussi marquer notre place pour sortir du flux, et être capable justement de pousser d'autres choses. Et marquer sa place quand on est directeur marketing ou responsable de la com, est-ce que ça ne veut pas dire aussi revendiquer, c'est-à-dire affirmer son périmètre et avoir assez d'autorité pour limiter justement, parce que c'est sans fin, on peut toujours demander plus, à un moment donné on a les ressources qu'on a. Est-ce que c'est pas ça aussi le rôle d'un responsable marketing com en entreprise, c'est de savoir dire je vais jusque-là, on est d'accord, mais après c'est à vous de prendre le relais. C'est effectivement une des actions à mener qui nous prend du temps, qui n'est pas dans la pure production, mais effectivement, c'est gérer nos périmètres. On s'assure toujours d'avoir un service, le mien qui soit le meilleur. Je leur demande d'être exemplaire puisqu'on porte l'image de ce qu'on veut que l'entreprise soit. Mais derrière, ça fait qu'on a aussi des attentes vis-à-vis de nous et on pourrait facilement avoir envie de dire, tiens,
on va demander au marketing de le faire, puisque les autres n'y arrivent pas forcément. Et là, il y a une frontière à mettre. Vous êtes en place de manière permanente dans votre entreprise, chez Liscom. Mais alors, pour Stéphanie, qui intervient soit de manière ponctuelle, soit en transition, ça va être plus difficile, parce que imposer un périmètre, faire autorité, quand on vous appelle peut-être un peu en mode panique, j'imagine, pour faire des choses très opérationnelles, à vous de me dire si j'ai raison ou pas, comment ça se passe ? Non, c'est pas que de l'opérationnel. C'est une mission qui a une durée et qui correspond à un besoin. Donc il y a forcément une feuille de route, voilà, qui est déterminée et qui est réaliste par rapport à cet espace-temps. Donc c'est plutôt assez simple de dire mon périmètre, il est là. Après, je peux vous aider sur certains sujets, évidemment. Et l'application sur les ventes, alors, puisque c'était la Alors question. ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et on en revient aussi à cette feuille de route et à la définition des objectifs au départ. Moi, quand un directeur commercial me dit « je veux beaucoup de leads », il me faut plein de leads, on génère plein de leads. Après, quand il me dit « je veux des leads très qualifiés » parce que ceux qui ne sont pas qualifiés, mes équipes ne vont pas les traiter, on met en place un autre dispositif, en fait. Tout est une question, au départ, non pas de moyens, mais d'objectifs. Et c'est ce que je rappelle, moi, régulièrement. Arrêtons de raisonner moyens. Il faut mettre en place tel outil qui est à la mode. Mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Comment on va travailler ça ? Donc, c'est assez simple, mais c'est à la fois simple et compliqué. Parce qu'on en discutait avant l'émission. C'est vrai que les commerciaux ont tendance à délaisser des leads qui paraissent pas très qualifiés, qui paraissent pas chauds comme ça, et ils vont privilégier des... Donc, tout le travail qui a été fait pour générer à un moment un volume de leads, il y a quand même une grosse partie qui part à la poubelle parce que c'est pas traité. Alors que si au départ, on avait dit, nous, tant qu'on n'a pas un lead qui est propre, où on a telle data qui nous permet derrière d'enclencher un cycle de sales, on ne traite pas. Nous, au marketing, c'est plus simple pour nous. Ce trou dans la raquette, ça fait des années que j'entends cette chanson. Et ça continue. Il y a d'un côté des machines à produire des leads qui sont de plus en plus performantes, et de l'autre côté, 3/4 des leads qui ne sont jamais exploités. Il n'y a pas quelque chose à inventer, un profil un peu neuf Un profil, mais pour caractériser un peu la situation, c'est drôle parce qu'on s'est fait mandater récemment justement sur un responsable acquisition B2B, et qui nous a mandaté, c'est le directeur commercial. C'est pas la partie RH. Et c'est lui notre interlocuteur. Il veut un pro justement de l'acquisition B2B. Bon, c'est du B2B en outsourcing, mais à la limite, peu importe. Mais ça montre bien aussi le schéma traditionnel qu'ont les sociétés aujourd'hui. C'est toujours ce directeur commercial qui va vouloir finalement modeler ce profil. Il intervient en première étape du processus de recrutement parce qu'il veut vraiment que ce responsable d'acquisition corresponde à ses attentes et à son point de vue. Je reviens sur l'extension progressive du périmètre de la com. Les outils, ils sont pour quelque chose aussi, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, les équipes ne disposaient pas de toutes les technologies, de toutes les applications qui leur permettent d'être relativement autonomes, que ce soit sur la production des contenus, l'animation des réseaux sociaux, le marketing automation, etc. Où vous en êtes chez Liscom par rapport à cette appropriation en interne de la techno, y compris l'IA générative ? Alors nous déjà, chez Liscom, avec mon équipe grossit parce qu'il y a une philosophie vraiment d'internaliser un maximum de compétences. Ouais. Déjà parce que ça permet d'apporter plus de souplesse et de réactivité. On est dans une ère du flux. Et à un moment donné, pour fournir, soit on a un budget complètement phénoménal pour faire appel à des agences, soit on est capable réellement de gérer ça en interne. Donc effectivement, la compétence, elle est chez nous. Elle est chez nous et on estime que on apporte 80% de la qualité, parce que finalement, c'est ce dont on a besoin pour assurer le flux. Donc, on a les outils pour, et effectivement, l'IA arrive ici. Alors, elle arrive fraîchement. L'IA, aujourd'hui, c'est pour nous un outil de piste, un outil qui va nous apporter un premier brouillon, et ensuite aux équipes d'aller apporter la qualité dedans. Donc, on va gagner du temps dedans. On va trouver de nouvelles idées grâce à l'IA, mais clairement, on ne retire pas le professionnel. Donc, on simplifie le démarrage. Ouais. Si je résume, chez Liscom, il y a quand même une appétence particulière pour intégrer un maximum d'outils, quitte à prendre le temps de former les collaborateurs, mais pour être autonome au maximum dans la production au long cours, parce qu'il y a cette notion de flux. Stéphanie, je crois que vous avez un avis un peu plus contrasté. Oui, parce que l'appropriation de tous ces outils-là, ça prend du temps. Donc pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose.
Donc, on n'est pas d'accord tous les deux là-dessus. Donc, moi, j'ai tendance plutôt à m'appuyer sur des agences qui, à un moment, vont un peu allumer la lumière, d'accord ? Toujours par rapport aux enjeux et aux défis de l'entreprise, du contexte. Chaque entreprise n'a pas les mêmes besoins, ni à l'instant T, ni dans les 5 ans. Pour moi, c'est important qu'il y ait un éclairage qui soit fait par des experts, une équipe, sur des outils, des méthodes, une façon de travailler le marketing et la com qui peut être différent. Ensuite, on peut intégrer, une fois qu'on a validé certains projets, évidemment, et on internalise, et c'est mieux et pour l'équipe et pour l'entreprise, mais je trouve que cette première étape de s'approprier des nouveaux outils, moi je suis pas du tout outil, donc c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'aime bien qu'on utilise d'abord la matière grise et qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire, et puis après on voit ce qu'il y a. Alors c'est vrai que des fois c'est les outils qui nous aident à réfléchir autrement, parce qu'ils proposent un autre mindset, j'ai envie de dire, mais pour moi, cette première étape d'appropriation, elle passe par des experts, et c'est souvent des agences qui vont qui vont faire un peu de prospective à notre place, en fait. Et cette prospective, elle prend beaucoup de temps. Alors, je vous remercie, Stéphanie, parce que ça me permet de passer à la deuxième partie de l'émission. Bravo pour l'enchaînement. J'aimerais, on a fait un tour d'horizon du périmètre. J'aimerais finalement qu'on réfléchisse maintenant sur les compétences qui demeurent intangibles. Et ça fait écho à ce que vous disiez à l'instant, la nécessité de l'urgence de réfléchir d'abord. Quels sont les métiers qui, quoi qu'il arrive, demeureront toujours clés dans une organisation marketing com, Jérémy ? C'est une grande question. Moi, j'ai grandi avant les outils faciles, on va dire, et ça reste dans mon câblage fondamental. Clairement, moi, j'arrive et je leur apporte vraiment l'exigence. Il y a une grosse validation en sortie parce qu'il y a une qualité nécessaire qui vient de ma formation, où j'estime qu'en graphisme, moi, j'ai été formé par des imprimeurs, donc vraiment, on met la main à la pâte. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ce que je leur dis souvent, c'est que ChatGPT, c'est écrit comme un collégien. On a eu notre séminaire commercial. Pour la soirée, notre président a décidé d'utiliser ChatGPT pour son discours de manière très ouverte. Justement, c'était l'exercice. Et une de mes collaboratrices m'a dit, c'est bon, on a encore un travail, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de l'utilisation des outils, bonne ou pas bonne, est-ce qu'il n'y a pas autre chose finalement ? Qu'est-ce qu'on attend d'un service com d'abord ? Est-ce qu'il n'y a pas une notion quand même de vision, de réflexion, d'intégration de ressources, quitte à ce qu'on produise ou ce qu'on délègue, mais il y a quand même un travail de modélisation de la fonction, Stéphanie ? Oui, moi je pense que on en revient, j'en reviens à ça, c'est qu'à un moment, qu'est-ce qu'on attend de la com ? Qu'est-ce qu'elle doit apporter ? C'est quoi la valeur qu'elle doit apporter ? La com et le marketing, plus globalement. Et en fonction de ça, pour moi, ça empiète un peu sur la notion de stratégie. C'est qu'on doit établir, en fonction de ce qui est possible de faire, les ressources que l'on a, et l'ambition que l'entreprise a, quel est le dispositif de com marketing qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est pour moi un travail à la fois individuel du directeur ou de la directrice marketing, comme avec son équipe, avec les dirigeants, avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, en fait. Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. Chaque entreprise a ses contraintes, a ses ambitions, et que la com et le marketing, ça, pour moi, ça reste et ça ne bouge pas. C'est à peu près la seule chose qui ne bouge pas dans la fonction et qui ne bougera pas. Elle doit être là pour aider à réfléchir. Alors, elle doit être là, mais alors là, j'enlève ma casquette d'animateur et je remets ma casquette d'agence. On constate de plus en plus que parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire beaucoup de choses, les équipes se gargarisent de tout ça au détriment du sens, de la réflexion et de l'efficacité globale. Donc, ce sont des gens qui sont très satisfaits de produire des vidéos, d'animer leur page LinkedIn ou Instagram, mais quand on prend un peu de recul et qu'on demande à quoi ça sert, avec quel résultat pour l'entreprise à long terme, il n'y a plus personne. Dans les profils que vous recrutez, est-ce qu'il y a quand même une place pour la réflexion et pas juste pour
la maîtrise d'outils de technologie. Oui. Alors, je pense qu'il y a la partie stratégique et opérationnelle Ouais. qui sont deux choses qui peuvent être en effet assez distinctes. Nous, on est positionné sur les deux types de missions. Donc, les nouveaux outils, je suis complètement d'accord, mais pour rebondir sur votre point, en effet, sur les profils recherchés, la réalité de ce que nous demandent aujourd'hui les annonceurs de profils marketing, communication, reste quand même parmi le socle des profils qui sont quand même assez traditionnels. Après, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec est évidemment un sujet qui est dans tous les articles, qui est dans toutes les têtes et qui va sûrement métamorphoser tous Mais nos... pas vraiment dans les demandes qu'on vous fait. mais pas vraiment. Enfin, la réalité, c'est je trouve qu'on en parle plus que la réalité de ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, on nous demande un responsable SIA, par exemple. Oui. Est-ce qu'on va parler des dernières technologies? Oui, peut-être, mais pas forcément d'intelligence artificielle ou vraiment de sujets comme ça qui vont venir révolutionner le socle du job en lui-même. Mais est-ce qu'il existe encore des demandes pour des postes où aucun prérequis technique n'est attendu? Alors, le côté opérationnel prend de plus en plus de place, peu importe sa fonction hiérarchique, en fait. Aujourd'hui, on va demander à tout le monde de mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, un directeur qui va venir piloter la stratégie, oui, ça va être son approche fondamentale et il va être objectivé là-dessus. Par contre, un directeur qui met jamais la main à la pâte, qui est loin des clients, qui est loin du terrain, loin des opérationnels, bah, ça, pour le coup, ça n'existe plus vraiment. Alors vous, Jérémy, on pourrait vous demander d'intervenir sur un outil de marketing automation ou sur... C'est comme ça que je vois ma fonction de management de toute façon. Moi, j'ai besoin de comprendre et de tout saisir sur tout mon périmètre. Donc, j'estime que je ne peux pas manager mon équipe si je ne sais pas ce qu'ils font, si je ne comprends pas ce qu'ils font. Donc, clairement, je suis à même à mettre la main à la pâte sur tout. Et d'ailleurs, je mets mon nez sur tout. J'essaye de faire un minimum d'opérationnel, mais clairement, c'est effectivement pas possible. Parce que ma fonction, c'est de garder du recul. Et je ferai un petit retour sur l'IA quand même, sur l'expert. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va mettre un input, qui a posé une question à l'IA. Et c'est là qu'on intervient. Et ensuite, on est là aussi pour intervenir, pour refiltrer et retravailler. Donc, on ne retire pas l'expertise. Par contre, on se met un outil sur la partie sur laquelle on a le moins de plus-value aujourd'hui. Mais peut-être cette posture que vous avez de mettre la main à la pâte et aussi d'acquérir un premier niveau de compétence sur les outils, elle est possible parce que vous êtes en poste de manière permanente, à la différence de Stéphanie. Pareil. C'est-à-dire c'est-à-dire je suis même encore... C'est presque un prérequis. Oui. Moi, j'arrive dans une entreprise, je ne connais pas les équipes. Donc, j'ai besoin de comprendre comment ils fonctionnent. Après, je suis un peu comme vous, c'est que j'aime bien pouvoir piloter des personnes et connaître leur métier. Donc, un graphiste, même si je ne suis pas expert Adobe, je sais l'utiliser. Bon, quelqu'un qui va organiser des événements, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie. Un committee manager, c'est du contenu, c'est aussi un peu ma spécialité. Donc, j'aime bien toucher à tout. Je ne suis pas dans le contrôle, mais j'aime bien comprendre et faire comprendre. Parce que toutes ces personnes-là, il y a un rôle de transmission. Elles doivent porter un message qui est celui qu'on a défini au départ. Qu'est-ce qu'on veut faire de la com? Qu'est-ce qu'elle doit apporter? Oui. Parlons de la transmission, justement. Jusqu'à quel point on peut espérer former en permanence des collaborateurs, peut-être pas de la dernière génération, à ces nouvelles technologies? Est-ce que, par exemple, l'IA va pas être comme un espèce de nouveau plafond de verre au-delà duquel une bonne partie des communicants d'aujourd'hui vont rester bloqués? Est-ce que ça pose pas un problème d'upskilling? Est-ce qu'il faut faire le deuil de ça et se dire, bon, bah, tant pis, je recruterai d'autres personnes? Alors, encore une fois, d'un point de vue recrutement, je pense que c'est extrêmement important, à la fois pour les collaborateurs en place et pour les potentiels candidats que vous pouvez recruter. Aujourd'hui, les candidats sont extrêmement attentifs à tout ce qui est onboarding, formation continue, comment je vais réussir à monter en compétence sur certains sujets. Après, évidemment, il y a des sujets extrêmement techniques sur lesquels on n'aura pas les moyens en interne de faire monter en compétence des personnes. Mais aujourd'hui, on est encore une fois dans un univers où vos salariés vont être chassés tous les jours sur plein de sujets. Et il n'y a pas que le salaire, il y a aussi plein d'autres sujets, comme en effet cette partie formation continue, où quelqu'un qui va peut-être s'ennuyer un petit peu au quotidien, s'il n'a pas justement ces différents sujets pour venir un peu enrichir son quotidien professionnel, ça risque de en effet le pousser à regarder potentiellement... Donc il faut qu'il y ait des mécaniques de formation continue, mais ma question c'était aussi, est-ce que tout le monde est candidat pour ça finalement? Est-ce que tout le monde pourra en permanence accéder à ces nouveaux savoirs? Alors,
Moi, après, ouais, je trépigne de répondre. Ah ouais, je le sens, je le sens. Parce que justement, moi, c'est ma manière aussi de recruter. Je ne cherche pas des têtes bien pleines. Finalement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche des têtes bien faites parce que quelqu'un qui a déjà atteint son niveau, son plafond de compétences, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche quelqu'un qui est en évolution permanente. À partir du moment où il est figé, j'estime qu'il devient mauvais. C'est ce que je leur dis de toute façon. À partir du moment où vous considérez accompli, c'est que vous êtes déjà mauvais. Donc, quelqu'un qui peut plus grandir, je ne le vois pas dans mon équipe. Moi, en plus, je suis un pédagogue dans l'âme, donc emmener les gens, les faire grandir, ça fait partie de mon métier, ça fait pour moi partie de la dynamique de l'équipe. Et comme on l'a déjà abordé, et finalement c'est un peu un point qu'on va aborder plus tard, j'estime que la mission de mon service, c'est aussi d'avoir de la hauteur. Et effectivement, l'agence aurait encore plus cette mission-là. Donc quelqu'un qui est accompli, qui ne peut plus grandir, qui a déjà son plafond de verre, je considère qu'il a plus sa place. C'est pas un peu chercher le mouton à 5 pattes, d'avoir en même temps des gens qui sont avec un niveau d'expertise au moins minimum sur pas mal d'outils et qui ont en même temps cette capacité à avoir une vision, à prendre du recul, à considérer aussi la tâche des autres. C'est compatible, ça ? Je pense que c'est une vraie demande, en tout cas, aujourd'hui, de la part des salariés. Et nous, on a interrogé pas mal de dirigeants récemment dans notre dernier guide des salaires, et on sait qu'il y a aujourd'hui 30% des entreprises qui ont mis en place des vrais plans de formation pour le compte de leurs salariés. Et de l'autre côté, on a aussi interrogé les candidats, et on sait qu'on est à peu près sur la même échelle, une échelle qui est en constante augmentation. Il y a 30% des salariés aujourd'hui qui sont en attente extrêmement forte de formation et de montée en compétences de la part de leur entreprise. Quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez, un appétit pour les équipes de toujours vouloir apprendre ? Parce que moi, effectivement, c'est pas ce que je constate tout le temps. Ça arrive, mais il y a aussi des gens dont on sent qu'ils ont du mal, qu'elles doivent y aller, mais qu'elles vont pas forcément y arriver. C'est ça mon... Oui, alors tout le monde va pas y arriver. Hein. Là, je pense qu'il faut pas se mentir. Alors, plusieurs choses. On a une nouvelle génération qui arrive dans le marketing et la com qui est très orientée outils. Mais la com et le marketing, c'est pas ça. Ça ne se résume pas à maîtriser des outils. Hein. Ça se résume à savoir réfléchir et ensuite utiliser les outils pour porter la mission que l'on veut mener à bien. Moi, en général, je dois recruter quand j'arrive dans une mission. D'accord. Souvent, je dois recruter parce que quand j'interviens, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc, et souvent, je ne peux pas tout porter moi-même. Hein. Il faut qu'il y ait du monde. Alors, moi, c'est assez simple. Je cherche pas le mouton à 5 pattes. Je cherche quelqu'un qui, à un moment, est ouvert, qui est curieux et qui raisonne quand même assez vite. Après, si c'est pas un expert des ads, si c'est pas un expert de l'IA, si c'est pas un expert je vais pas les nommer, mais tous les outils de marketing automation, c'est pas grave. Vous irez le chercher, c'est les agences. Alors, soit je vais aller acheter une compétence pour un instant T, soit les personnes qu'on va recruter, elles vont savoir se débrouiller assez vite avec ces outils-là, en fait, sans partir dans des cycles de formation compliqués. Et là, j'en viens à mon second point. C'est que les jeunes d'aujourd'hui sont pressés. Donc, aller en formation, c'est long, c'est compliqué. Donc, ils n'aiment pas apprendre comme ça. Ça leur rappelle des vieux souvenirs de l'école. Ils n'aiment pas du tout. Donc c'est plutôt l'auto-apprentissage. Exactement. Et ça, je trouve que c'est très souple pour l'entreprise. Parce que souvent, ils le font pas forcément sur leur temps de travail. En plus, hein, moi, je l'ai observé quand ils sont hyper motivés. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas une vérité sur le sujet. Je pense que ça dépend du contexte de l'entreprise, du collaborateur, comment lui, il a envie d'apprendre, son appétence pour développer de nouvelles compétences, des compétences techniques ou pas. En fait, voilà. Mais en tout cas, moi, mon point de départ quand je dois recruter quelqu'un, quel que soit en fait son profil, dans une équipe marketing com, je parle, ça va être sa capacité à réfléchir très vite et son ouverture d'esprit pour savoir prendre du recul et être curieux pour apprendre. Oui, et là pour le coup, vous êtes d'accord. Exactement, on est d'accord. Ouais. Ça m'amène à la troisième partie de notre discussion qui est liée à la relation entre les agences et les annonceurs qui forcément évoluent d'année en année
au fil des technos dont s'emparent les entreprises et sur lesquelles elles deviennent complètement autonomes. Est-ce qu'il y a un rôle en particulier qu'on confère aux agences? Est-ce que les freelances qui étaient auparavant utilisés uniquement par les agences ne sont pas en train aussi de rebattre un petit peu les cartes? Est-ce que la notion d'une espèce de service marketing étendu, un peu souple en fonction des technos, des urgences, etc., n'est pas en train de se mettre en place à la place d'une relation client-fournisseur classique qui a caractérisé pendant des décennies la relation entre les annonceurs et les agences? Je commence par vous, Quentin. Bon, déjà sur la partie freelance, nous on gère la partie CDI, donc on voit bien, on vit pas avec des œillères. Donc mais Malte, c'est pas votre plus gros concurrent aujourd'hui? Malte, ce serait pas, non, mais Malte, c'est une plateforme. Donc en fait, notre concurrent, ce serait plutôt le marché du recrutement qui est en train de peu à peu basculer vers des types un peu différents de véhicules contractuels. Les freelances en font partie. Donc Malte n'est pas un concurrent à l'instant T parce que moi, je ne traite pas de freelance. Donc du coup, à date, ça le sera pas. Par contre, à nous de nous adapter plutôt à ce nouveau marché du travail et à potentiellement mettre en place des nouvelles offres qui soient plus adaptées à la fois de ce que cherchent les candidats, les freelances, certains veulent pas du tout revenir sur des contrats traditionnels, mais aussi des entreprises qui ont besoin aujourd'hui de freelance, et c'est à nous de nous adapter par rapport à ce marché, plus que par rapport à un Malte qui est un acteur parmi d'autres. Vous recrutez aussi pour des agences de communication? On recrute pour des agences de communication et on recrute aussi pour des plateformes comme celle que vous venez de citer. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a une différence assez nette pour une même spécialité, par exemple le SIA ou autre chose, dans les profils qu'on vous demande côté annonceur et côté agence, où on imagine qu'il y a un niveau d'expertise un peu plus important? Ouais. Bon, alors déjà, pour reprendre l'expression du mouton à 5 pattes, on nous demande, nous, tout le temps, le mouton à 5 pattes. Je pense que la ligne directrice de ce qu'on observe, en tout cas nous, en tant qu'intermédiaire, ça va être surtout, en effet, cette partie expertise, que ce soit côté annonceur ou côté agence, tout le monde veut des experts et veut les meilleurs recrutements sur la partie SIA. Et ce qui va être peut-être un petit peu différent, c'est notamment cette capacité à gérer tout ce qui est multi-projet, multi-client, où dans le milieu des agences, on va vous demander de basculer d'un environnement professionnel complètement différent d'une journée à l'autre, d'un client à l'autre, versus chez l'annonceur où vous allez être, non pas cantonné, mais ça va être un choix d'être cantonné à une fonction opérationnelle et à un projet peut-être un peu plus long terme dans un cadre d'entreprise un peu plus traditionnel pour le coup. Jérémy, vous, entre l'interne, l'agence, éventuellement les free, qu'est-ce qui fait que vous allez affecter une mission, une tâche à l'un ou à l'autre? Alors aujourd'hui, on n'est pas free. Aujourd'hui, on est effectivement équipe interne plus ou moins polymorphe, qui va chercher aussi à s'adapter, pouvoir, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, être capable d'assurer le flux, parce que c'est vraiment la difficulté entre le flux et le recul. Et l'agence, ça va être pour des actions, pour des opérations, et c'est là où l'agence va être capable justement de nous apporter de l'air frais. Qu'on a du mal à avoir justement au quotidien parce que tous les créneaux qu'on se bloque. Plus que le niveau d'expertise, cette capacité de prendre du recul et d'avoir une vision un petit peu neuve, un petit peu renouvelée. Alors on a parlé effectivement de transition, de changement, d'outils, désolé, mais effectivement ces outils, effectivement là-dessus on n'a pas le temps qu'on voudrait pour atteindre ce niveau de compétence, donc effectivement il y a la notion d'outils, mais c'est vrai que on est quand même fondamentalement assez d'accord, c'est l'esprit qui règne sur notre métier. Et finalement, l'esprit, il a besoin d'air, il a besoin de temps, et ça, c'est un temps qu'on n'a pas toujours. Et finalement, c'est ce que va pouvoir nous apporter l'agence. Est-ce qu'on peut être un annonceur et être en même temps créatif pour sa propre entreprise? C'est compliqué, justement, c'est assez paradoxal parce que on a trop de flux à gérer, je pense, pour prendre ce recul. Stéphanie? Oui, je pense. Et donc vous, la partie insourcée, la partie confiée aux agences, ça dépend, j'imagine, des modèles d'organisation et peut-être du regard aussi que la direction générale porte sur le service marketing com. Quelquefois, on le limite à un certain nombre de tâches très opérationnelles. Quelquefois, on lui donne un rôle beaucoup plus stratégique. Est-ce que ce n'est pas ça qui guide finalement la gestion des ressources internes, externes dans les missions que vous menez? Je pense que ce qui guide, c'est le budget. Très honnêtement. Oui. Pardon, mais on va le dire quand même. On va parler d'argent. C'est quand même le budget, parce qu'un dirigeant, quand il prend contact avec un manager de transition ou un freelance, il a l'impression qu'il va pouvoir acheter cette compétence et puis l'arrêter quand il le décide, en fait. Donc il est beaucoup plus libre. Pour le coup, il est beaucoup plus free que dans le cadre d'un recrutement en CDI. Donc ça, c'est la première chose.
moi, ça arrive qu'une mission dure très longtemps. Donc, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal, mais je pense que c'est aussi une façon d'avoir ce regard externe sur son entreprise, sans passer par une agence, peut-être une équipe, et donc un budget qui parfois peut être plus important. Donc moi, ça, c'est ce que je constate. Après, le danger, on parle beaucoup de culture d'entreprise, hein, ça a été un sujet qui est à prendre en compte. Moi, je me retrouve des fois sur des missions chez des clients où on est un espace d'assemblage de freelance, en fait. Donc, la culture d'entreprise... Qui ne fait pas forcément un tout très cohérent et très performant, c'est ça que j'entends? Ça va dépendre des personnes, en voilà. fait, et de leur capacité à s'investir dans la mission et d'avoir ce recul pour travailler dans cette culture d'entreprise, dans la culture de l'entreprise, en fait. Est-ce que c'est pas ça, et ça sera peut-être le mot de la fin puisque l'heure tourne, est-ce que c'est pas ça qui fait le sel aujourd'hui de la fonction de responsable marketing com en entreprise, d'avoir cette capacité à être en permanence dans l'agilité pour affecter les bonnes ressources, former les bonnes personnes, être suffisamment réactif quand il faut, stratège quand il faut? Est-ce que c'est pas ça qu'on vous demande d'abord aujourd'hui, d'être agile? Quand je suis arrivé ce matin, j'ai pensé au barbe à papa. Ah bon? Justement, parce qu'on doit gérer... Expliquez-nous. On doit gérer des collaborateurs polymorphes qui ont malgré tout leur identité, leur centre d'intérêt. Mais voilà, on doit mener vers un flux, on doit leur donner la forme, et en tout cas leur donner la forme qu'ils sont capables de prendre en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc, C'est aussi ce qui vous plaît dans l'émission que vous menez, c'est qu'à chaque fois le contexte est différent et qu'il faut... C'est un challenge nouveau à chaque fois, donc c'est intéressant. C'est intéressant, et puis c'est de pouvoir... voir des résultats assez vite, alors qu'au départ, devant moi, j'ai des dirigeants qui sont pas stressés, mais voilà, inquiets et qui savent pas tellement s'ils ont fait le bon choix aussi. Il y a quand même ça. C'est comme un recrutement, prendre un freelance et de se dire est-ce que je suis pas en train de me tromper. Donc, quand on voit très vite qu'on leur montre une autre façon de réfléchir, une autre façon de travailler et d'envisager la com et le marketing, et que c'est assez satisfaisant. Donc, parce que pour arriver à ça, oui, il va falloir qu'on soit très très agile, en effet. Bon, c'est là-dessus que je vous propose qu'on conclue. Merci à tous les trois vraiment d'avoir participé à cette deuxième émission de Panorama. Merci à vous tous de l'avoir suivi, et puis j'espère à très bientôt.